Alpha Condé sera-t-il candidat à sa propre succession? Bénéficiera-t-il une nouvelle fois de la confiance des Guinéens? Ou sera-t-il remplacé par quelqu'un d'autre au palais Sékou Touré? Tant de questions qui brûlent les lèvres à l'approche des présidentielles. Mais d'ici là, la CENI s'active pour une organisation transparente et acceptée de tous. Après des jours de protestation réclamant l'électricité dans la ville de Cancan, les jeunes semblent trouver gain de cause en entendant la réalisation de barrages hydroélectriques et bénéficier de groupes électrogènes interconnectés pour améliorer la desserte de courant sur place. Une initiative du président de la République. Et puis la fête de Tabaski ou la fête des moutons, c'est pour bientôt et les fidèles musulmans de Guinée auront la chance de faire leurs prières dans les mosquées, les sites identifiés à cet effet, des prières qui se feront dans le respect strict des consignes sanitaires, a annoncé ce jeudi les autorités. Bonsoir et bienvenue dans ce journal 2020. L'année de tous les enjeux peut être la tenue des élections présidentielles guinéennes. La Commission électorale nationale indépendante a lancé le processus d'enrôlement exceptionnel. Il va permettre aux électeurs de s'acquitter de leurs devoirs civiques le jour du vote, sauf que dans certains quartiers, ces activités connaissent peu d'engouement. Le constat est fait par Maurice Doumbouya et Ruth Zeboulou Kouroma. Suivez. L'ambiance est morose dans plusieurs points d'enrôlement, de Kaporo et de Nongo dans la commune de Ratoma, à Kobaya. Le décor est le même. À l'origine de ce manque d'affluence, certains citoyens évoquent notamment le manque de communication et les mesures barrières en vigueur, mais aussi le respect de la distanciation sociale. Les mosquées, les églises et certains lieux publics où se déroulaient les campagnes de sensibilisation et d'information sur le processus électoral pour leur affiche porte close suite à l'existence de la pandémie du coronavirus. Nous sommes à notre 3e jour. Tout ce qu'on peut retenir est que l'engouement n'est pas aussi de taille parce qu'il y a ce qu'on appelle manque d'information. L'information n'a pas largement passé, ce qui fait que les gens viennent à compte-gouttes. Donc on n'a pas assez de personnes pour les recenser. Il faudrait qu'on essaye d'élargir les informations. Pour inverser cette tendance, les autorités de Fula-Madina ont lancé une campagne de sensibilisation mégaphonique, d'où cette mobilisation. Ici, les citoyens se bousculent devant la machine d'enrôlement. Nous avons jugé utile de passer par l'information de secteur en secteur en chargeant notre mégaphone pour sillonner les 8 secteurs que compose le quartier Yatea Centre. Puisque actuellement, comme vous le savez tous, les mosquées sont fermées pour cause du coronavirus. Nous avons une invite à faire à toute la population de Yatea Centre, puisque c'est un devoir pour chaque citoyen de se faire enrôler pour les élections à venir. Donc nous leur demandons de venir se faire enrôler. Cela y va de l'intérêt de chacun de nous. Débuté le 15 juillet dernier, ce processus d'enrôlement exceptionnel prendra fin le 31 du même mois, a récemment annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la houlette du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et c'était au palais Sékou Touré. Au menu plusieurs sujets brûlants de l'heure. Suivez. Le coût estimé du programme anti-Covid-19 est de 2,496 milliards de dollars des États-Unis. La composante riposte sanitaire et socio-économique représente 17% de ce montant, contre 83% pour la composante résilience au choc épidémique. La ministre a également rappelé qu'à la date du 18 juin 2020, les ressources extérieures mobilisées auprès de la Banque islamique de développement, BID, de la Banque africaine de développement, BAD, de la Banque mondiale et de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, s'élèvent à un montant de 308,1 millions US dollars. Elle a précisé qu'en plus des ressources du budget national déjà engagées, soit 730,4 milliards de francs guinéens, il resterait à couvrir un besoin de financement de l'ordre de 2,1 milliards de dollars US pour le programme anti-Covid-19. Au terme de la présentation, le Conseil a noté que les recommandations faites lors de la première présentation ont été respectées et a approuvé le document. Et le Conseil a interpellé les parties prenantes à la mise en œuvre de la matrice opérationnelle jointe au document. Au titre des questions diverses, 1.
Le Conseil a été informé de l'autorisation spéciale accordée par le président de la République aux fidèles musulmans pour l'ouverture des mosquées et des places publiques de prière à l'occasion de la fête de Tabaski dans le strict respect des consignes sanitaires. L'opposition guinéenne contre un éventuel mandat pour le président Alpha Condé a depuis toujours et sans surprise fustigé la gouvernance du régime actuel. Des responsables politiques appellent leurs militants à ne pas baisser les bras. Une situation que condamne le parti au pouvoir qui dit être favorable au dialogue en vue de résoudre leurs différends. Mama Istatawel Kamara. Le départ du président guinéen est l'un des points que réclame l'opposition. Pendant que le pays est secoué par une crise sanitaire, les opposants raflent les rues de Conakry pour protester contre le régime en place. Honorable Souleymane Keïta, à travers une interview accordée à la rédaction politique du groupe Évasion Guinée, déplore cette démarche. Les manifestations sont constitutionnelles, les gens peuvent manifester, mais je crois quand même pour celui qui connaît le contexte sanitaire mondial actuel et qui se permet d'appeler les jeunes à manifester pendant qu'ils sont couchés à la maison, vous comprendrez simplement leur degré de responsabilité et de patriotisme. Pour nous, le président de la République est élu, il est en train d'exercer son mandat et comme vous le savez, la période électorale est ouverte avec la révision exceptionnelle de la liste électorale. Le RPG est plutôt concentré sur les préparatifs de ces élections à laquelle nous comptons participer de plein pied. Pour lui, les agissements de l'opposition ne sont pas fortuits. On manifeste pourquoi? En fait, pour l'opposition, il faut que l'État de Guinée disparaisse pour qu'elle puisse exister. Ça ne marche pas. La mouvance présidentielle est une majorité de plus de 60% de la population guinéenne aujourd'hui. Donc il n'appartient pas à un opposant de se donner le kilo de prétendre chercher un président du pouvoir. Faudrait-il avoir les moyens? Une négociation est plus que nécessaire. C'est pourquoi d'ailleurs ce député pense que la meilleure solution pour résoudre cette crise est autour d'une table. Nous avons toujours opté pour le dialogue et le dialogue il est encore ouvert. Le président l'a dit à plusieurs occasions ces derniers temps, montrer sa disponibilité à discuter avec tout le monde pour que nous puissions aller à des élections présidentielles inclusives le 18 octobre prochain. Ce dialogue il est ouvert et la volonté de la mouvance présidentielle est ferme. Avec ces différentes manifestations sur fond de réclamation, l'opposition ira-t-elle aux élections du 18 octobre? La question reste posée. Et puis après la manifestation du FNDC le 20 juillet dernier, place à la réaction des citoyens. Ils plaident pour la reprise d'un dialogue inclusif des différents camps pour le salut de la nation. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Mariam Cherifaïda. Ça ne va pas du tout actuellement en Guinée. C'est à cause de ça que la plupart de nous, les jeunes, on profite d'aller ailleurs chercher notre avenir parce qu'ici, on ne voit pas notre avenir ici. À cause de crise sur crise, crise sur crise, surtout la crise de coronavirus et la crise de politique, ça nous empêche de préparer quelque chose qui est bien. Seulement s'asseoir sur la table, négocier, s'entendre, c'est ça qui va arranger la Guinée. Mais bon, avec aussi les manifestations, les politiques, tout cela, ça nous cause beaucoup de problèmes. Et aussi, difficilement, on a du mal à aller à l'école. Bon, je lance un appel aussi à tous les jeunes de rester chez eux et de se protéger contre le Covid-19. Et aussi d'apprendre ses leçons. Et aussi au président aussi de faire des efforts pour nous aider à aller à l'école. La situation du pays n'est pas stable. Il y a un bon moment. Depuis en mars, on ne part pas à l'école. On veut se libérer. Comme tout autre pays, on peut prendre un exemple comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ont déconfiné maintenant. Les mosquées sont fermées et rien ne fonctionne. Face à cette situation, parce que c'est des jeunes qui n'aiment pas comment le pays est en ce moment, donc ils expriment leur ras-le-bol en sortant et jetant des pierres. Moi, je les comprends tout à fait, mais j'appelle tout le monde de se donner la main. La Guinée, c'est pour nous. Ouais. S'il y a toujours manifestation,
On ne peut pas suivre les cours. Ce que je peux dire est de faire la paix pour l'avenir des futurs cadres de la Guinée. À Cancan, des jeunes ont manifesté contre le délestage du courant cette semaine. Pendant ce temps, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs blessés et des arrestations au cours de cette manifestation. Une situation inquiétante qui fait réagir la mouvance présidentielle et l'opposition. Des réactions à suivre dans ce reportage de Fadimon Diaye et Seydouba Diallo. Pour Alpha Bakarba, le conseiller du président Cellou Dalein Diallo, les manifestations qui se sont déroulées dans la ville de Cancan sont l'expression d'une frustration en Haute-Guinée. Les jeunes de Cancan ont fait un constat que depuis 2010, le président de la République qu'ils ont soutenu, que leurs parents ont soutenu au prix parfois de leur propre vie, n'a fait que poser des premières pierres, sans jamais exécuter les projets. Le barrage de Kobédou dont ils réclament aujourd'hui la réalisation, la première pierre a été posée en 2012. À chaque fois, ce sont des premières pierres, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues. Le peuple de la Haute-Guinée a tout donné au professeur Alpha Condé. Poursuivant, ce communicant pense que ces jeunes en colère ont raison de revendiquer leurs droits. Vous avez plein droit de réclamer votre dû. Le courant, c'est quelque chose d'élémentaire dans les États aujourd'hui. Malheureusement, nous devons continuer à mourir pour avoir notre ampoule au salon, alors que ça, c'est une affaire du siècle dernier dans les autres pays. Du courage aux jeunes gens, qu'on arrête dans nos préfectures, que ce soit en Haute-Guinée, en Forêt, au Fouta et en Basse-Côte, de soutenir quelqu'un juste parce qu'il est de notre région, juste parce qu'il est de notre ethnie. Il faut soutenir un Guinéen ou une Guinéenne qui peut faire le boulot et changer ce pays, être au moins, au minimum, pas comme la France ou les États-Unis, mais au minimum comme les autres pays qui sont aux alentours. Par contre, cet autre membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel regrette ces actes qui se sont produits dans le fief du parti au pouvoir. C'est regrettable qu'on en vienne à ça après plusieurs démarches déjà effectuées par des autorités administratives du pays. La région de la Haute-Guinée doit se démarquer des autres régions. Chaque citoyen guinéen a droit au développement, qu'il soit dans le RPG ou pas, qu'il soit pour le président Alpha Condé ou pas. La mission du président, c'est cela. Selon Sékou Nana Sylla, des efforts ont été fournis par le gouvernement qui entend les pérenniser. C'est pourquoi il appelle à l'apaisement, car pour lui, Cancan est une ville traditionnelle de paix. Déjà, il y a 10 groupes électrogènes qui sont en cours d'installation qui vont améliorer la situation. Et il y a des promesses fermes de l'autorité par rapport à la réalisation du barrage de Kobédou. Donc, appelez nos frères de la Haute-Guinée à beaucoup de tolérance et de résignation. Nous sommes à une phase cruciale d'élection présidentielle. Manifestation pour l'électrification de la ville de Cancan, une commission de facilitation en séjour dans la localité pour sensibiliser les uns et les autres. Calme. Après la presse, elle a rencontré l'Union Mandingue pour solliciter son appui dans la gestion de cette crise qui n'avait que trop duré. C'est une conférence de presse qui a été animée par l'ancien ministre de l'Éducation nationale Ibrahima Khalil Konaté Kao Kare autour de la réalisation du barrage de Kobédou, principale revendication des jeunes de Cancan. Nous avons voulu cette rencontre pour éclairer la lanterne des ressortissants et les résidents de Cancan. Parce qu'on a constaté dans nos démarches et dans les rencontres qu'il y avait des propos qu'il fallait expliquer à la population. Nous avons entendu par endroit que Kobédou est réalisé à 60% et que c'est le gouvernement qui refuse de payer les 40% pour que la population de la Haute-Guinée ait le courant. C'est ce qui a fait l'embrouille. Les gens disent, mais il a fait qu'à l'État, il a fait Swapiti à des coûts de milliards, mais pourquoi pas nous ici, 40%, ça représente quoi? Donc, pour d'abord se renseigner, on a envoyé une mission dont faisaient partie les jeunes leaders qui ont porté cette revendication dans la rue.
le constat, moi je ne faisais pas partie, j'étais en d'autres missions, mais ceux qui ont été nous ont rapporté dans leur compte rendu que Kogbadou est réalisé à 1%. 1% au lieu de 60%. Kao Kare décline la responsabilité du gouvernement et accuse l'entreprise en charge de l'exécution du contrat d'avoir enregistré beaucoup de retard dans la réalisation du barrage de Kogbadou. Kogbadou n'est pas un projet qui devait être réalisé par le gouvernement guinéen. Kogbadou, c'est un appel d'offres qu'on a donné en BOT. C'est-à-dire, on a dit aux gens, vous qui avez l'argent, on a un barrage à réaliser. Est-ce que vous avez l'argent et les moyens techniques pour réaliser ce barrage? Il y a des gens, plusieurs sont venus, ils se sont portés candidats. Mais heureusement pour nous que c'est un de nos compatriotes, un de nos frères qui a eu le marché. Depuis 2016, et les travaux de franchissement, les digues ont été réalisés à 1%. Donc, lui, il devait réaliser et vendre le courant à l'État guinéen. L'État guinéen allait l'acheter le courant et pendant 30 ans pour payer son argent. Présent à cette conférence de presse, le directeur général de l'ANAHIM appelle la jeunesse de Kankan à cultiver le dialogue pour une sortie de crise. Le message il est très simple, c'est un message d'apaisement. J'estime que c'est le dialogue, ma foi, qui pourrait résoudre, n'est-ce pas, toutes choses. Donc, ce point de vue, nous demandons à la jeunesse de Kankan de bien vouloir se calmer et d'écouter, n'est-ce pas, les autorités morales, les autorités religieuses ainsi que les autorités administratives afin que nous allions, n'est-ce pas, vers des échanges francs et trouver, n'est-ce pas, une solution définitive, n'est-ce pas, à la crise. Cette commission de facilitation dans la crise à Kankan a rencontré l'Union Mandingue. Les sages, à leur tour, ont présenté des excuses au président de la République sur les récentes manifestations qu'a connues son fief historique. Pour le moment, le calme et la quiétude sociale règnent dans la cité de Cheikh Fantamadi Chérif. Le sujet ne laisse pas indifférents les activistes des droits humains qui tirent la sonnette d'alarme. C'est dans cet élément de Maria Massimo Silla, reportage. Ce mardi, les jeunes en colère ont battu le pavé à Kankan, réclamant à corps et à cri au gouvernement la construction d'un barrage hydroélectrique. L'ancien président de l'Institution nationale indépendante des droits humains relève une mauvaise communication de la part des manifestants, mais aussi du gouvernement. Les événements survenus ce mardi à Kankan sont très écœurants parce que quand on voit que les manifestations ont commencé depuis quelques semaines et que ça ne fait que s'amplifier et les réponses de l'État n'ont pas apporté de satisfaction parce que la communication a été très mal conduite, n'est-ce pas? Et quand des jeunes manifestent pour avoir simplement le courant, ce qui est un droit légitime. Poursuivant, l'ancien président de l'INEDH ajoute que malgré la frustration des habitants de Kankan, leur combat est loin d'être un affaiblissement du pouvoir en place, mais plutôt la satisfaction de leurs besoins. Et en Haute-Guinée aujourd'hui, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les vieux, la frustration est très profonde, n'est-ce pas? Et les gens refusent de l'exprimer, n'est-ce pas, de manière violente, juste pour ne pas affaiblir le président Alpha Condé, parce que leur objectif n'est pas d'affaiblir le président Alpha Condé, c'est d'exercer des pressions sur lui afin de l'amener à porter un regard sur les populations de Kankan et de leurs conditions de vie. Par ailleurs, il propose aux deux parties de favoriser le dialogue. La première des solutions, c'est de discuter franchement avec la jeunesse de Kankan pour identifier toutes les sources de frustration. Pas seulement le manque de courant qu'ils ont mis devant. Il faut
prendre langue avec eux et les amener à exprimer toutes les frustrations qui existent dans la région. Et ensuite, travailler à voir qu'est-ce qui est possible maintenant et qu'est-ce qui est possible un peu plus tard. Un dialogue franc et inclusif pourrait-il aplanir les divergences à Kankan? La question reste posée. Leur revendication principale, l'installation d'un barrage hydroélectrique dans la zone de Kogbedou pour éclairer la région de Kankan. Suite à cet appel des riverains, le président Alpha Condé avait envoyé en décembre dernier des groupes électrogènes pour améliorer la desserte du courant en attendant la construction de ce barrage, mais qui malheureusement n'était pas fonctionnel. Après plusieurs jours de manifestations, nous apprenons que des équipes sont actuellement sur les lieux pour interconnecter les groupes. Le constat avec Laïfa Mokondé. En novembre 2016, une équipe multimédia s'est rendue sur le site de Kogbedou couplée à celui de Franconedou, choisi pour la construction d'un micro-barrage pouvant alimenter la région de Kankan en courant électrique. L'exécution des travaux a été confiée à l'entreprise Guiter, en partenariat avec une entreprise marocaine Sintram. Pourtant, l'assurance avait été donnée par le PDG de cette entreprise nationale sur un quelconque financement du dit projet. Les moyens, je vais vous dire, il y a toujours des moyens pour une entreprise comme Guiter et Sintram de réaliser un barrage de cette capacité. Nous avons des bailleurs de fonds qui sont avec nous, notamment la BID, et nous avons nos fonds propres. À la date d'aujourd'hui, tout ce qui est fait ici est financé sur fonds propres de Sintram et de Guiter. Soucieux dans son combat quotidien pour l'électrification de la Guinée, le président de la République, professeur Alpha Condé, a octroyé à la population de Kankan des nouveaux groupes électrogènes. À date, 4 sont déjà installés et s'ajoutent aux autres déjà existants. Bon, la situation actuellement, la réalisation est à 100%, voire même plus, parce que les groupes sont installés, les nouveaux groupes sont installés, les anciens groupes ont été déplacés et réinstallés dans la centrale, dans la cour de la centrale même. Donc actuellement, j'ai 8 groupes neufs et 5 groupes anciens. Donc au total, quand tu fais la balance, 8 plus 4, 12, 13 groupes qui sont fonctionnels actuellement. Déjà, la desserte est maîtrisée aujourd'hui à Kankan. Poursuivant, il explique le mécanisme de fonctionnement de la centrale. Actuellement, dans chaque centrale, j'utilise 3 groupes pour un groupe de réserve. C'est-à-dire les 8 nouveaux groupes. Chaque module, il y a 3 groupes qui fonctionnent le soir, il y a un de réserve. L'ancien module qu'on vient de voir, là aussi, sur les 4, il y a un qui est en réserve. Donc, plus le groupe de Warsila. Donc, la disponibilité actuellement, la puissance de réserve, j'en ai pour le moment. Bon, comme on vous l'a dit auparavant, il y aura des charges dormantes qui ont commencé à se réveiller. Il y a certaines charges qui étaient enlevées, que les gens avaient enlevées parce qu'il n'y avait pas de courant, ce n'était pas régulier. Actuellement, comme c'est régulier, ces charges sont en train de venir. C'est pour cela, dans chaque centrale, soit 4 groupes ou 3 groupes, selon le besoin. Pour sa part, le directeur de l'EDG se réjouit du résultat obtenu après l'installation de ces 4 premiers groupes et appelle la population de Kankan à garder son calme et sa sérénité. C'est avec tous ces mouvements, toutes ces réclamations, avec tout ce qui a été pris comme disposition par rapport à la situation qui était là, et aujourd'hui je vois un résultat positif. Moi je ne fais que remercier bon Dieu, remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé. Donc si aujourd'hui on est parvenu à avoir un tel résultat, vraiment pour moi c'est une fierté. Une fierté pour moi. Et je remercie la population de Kankan. Je demande à la population toujours d'accepter, comme ils ont toujours fait, les conseils, les sensibilisations. Pour l'heure, chaque jour, les consommateurs reçoivent le courant de 18h30 à 1h du matin. Ces groupes interconnectés ont une consommation journalière de 12 000 litres, 68 millions de francs guinéens, comme charge pour l'État. Il entend faire de la tenue régulière des registres, du respect du délai de la garde à vue, du respect des droits de l'homme son credo. Je vous parle bien sûr
du procureur de Kindia. Dans la matinée de ce jeudi, Amadou Diallo a fait un tour dans les unités de police judiciaire de sa juridiction pour prendre langue avec les différents responsables. Le compte rendu avec notre correspondant Mamadi Mara. C'est dans cette gendarmerie départementale de Kindia que la mission d'inspection du procureur de Kindia a commencé aux différentes unités de police judiciaire afin de s'assurer la tenue régulière des registres, mais aussi le respect du délai de garde à vue. Tel est l'objectif de cette sortie. Il faut rappeler que l'arrivée à la tête de notre département, l'ancien agent judiciaire de l'État, est porteuse de ce nouveau ministre entend donner un souffle nouveau à la justice guinéenne. C'est pourquoi, sitôt installé, à travers une lettre, il a ordonné un certain nombre de mesures. C'est en exécution donc de ces instructions que nous procédons à cette inspection, le tout pour s'assurer que les registres sont bien tenus, que les délais de garde à vue sont respectés. Après vérification des documents, dans cette gendarmerie, le patron du parquet de Kindia a fait une recommandation. Il faut observer les délais de garde à vue, il faut respecter les droits humains, c'est extrêmement important. Nous n'en sommes plus à l'ère de la torture, donc c'est un exercice quotidien qu'il faut à tout moment rappeler ce qu'il faut. De là, la délégation du procureur s'est rendue au commissariat central pour la même cause. Cet exercice quotidien du procureur a été salué par les agents de la police judiciaire. Structure, c'est-à-dire des inspections programmées, tant inopinées. Et ces inspections qu'il arrive à faire au sein de notre structure nous aident à améliorer nos performances vis-à-vis du droit de l'homme, notamment le respect scrupuleux des droits de l'homme et le délai scrupuleux, n'est-ce pas, de la garde à vue. Donc, à part de tout ça, là, il y a des bonnes collaborations entre nous par rapport au respect des normes de la procédure. A rappeler que depuis sa nomination à la tête du TPI de Kindia, ce jeune magistrat ne manque pas d'initiative afin de restaurer un climat de confiance entre la justice et les citoyens. Vous suiviez Mamadi Mara. Merci pour cet éclairage. Ouverture ce mercredi à Conakry de la première session du comité de pilotage du projet d'appui aux infrastructures sociales de paix. Ce projet vise à prévenir les risques liés aux élections à venir. Une initiative du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Plus de précisions avec Aminata Massiri Bangoura. Comme annoncé par la CENI, les Guinéens iront aux urnes le 18 octobre prochain pour élire le premier président de la 4e République. Une élection présidentielle qui déjà s'annonce sur fond de violence. Pour donc promouvoir un scrutin paisible et transparent, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, vient de mettre en place un projet d'appui à la participation des jeunes, à la prévention des conflits en période électorale. L'objectif est de contribuer à la consolidation des infrastructures sociales de paix, mais aussi promouvoir la cohésion sociale en prélude aux prochaines échéances électorales. Pour atteindre cet objectif, le ministre Taran Diallo mise sur la jeunesse. Ce projet est destiné aux jeunes acteurs et vecteurs de violence ou de paix et doit être mis en œuvre opportunément à une période importante pour le choix de la personnalité chargée de diriger les destinées de notre cher pays pour les prochaines années. Il s'agit de faire de cette élection non pas une période anxiogène, mais un moment de compétition pacifique avec des jeunes mobilisés. Poursuivant, le ministre Taran Diallo a également mis cette occasion à profit pour rappeler les motifs de son attachement à ce projet. J'attache une importance capitale à de telles initiatives qui viennent renforcer et consolider les orientations du professeur Alpha Condé, président de la République, dans la promotion de la réconciliation et la préservation de l'unité nationale.
De son côté, le représentant du PNUD en appelle donc à la responsabilité de tout un chacun pour une élection paisible et acceptée de tous. Les diverses formes de menaces que l'on observe dans la sous-région nous interpellent tous, plus que jamais, à engager ensemble les actions appropriées pour prévenir la survenue de ce type de conflit. C'est pourquoi il s'avère impérieux et nécessaire d'aborder les questions de prévention, de gestion des conflits et de consolidation de la paix avec toute l'objectivité et la sérénité requises pour y répondre de manière constructive. A rappeler que ce projet sera mis en œuvre à Conakry, mais aussi dans les villes environnantes conflictogènes du pays. Il s'étendra sur 2 ans. Cette semaine, quelques actualités ont marqué le football national et africain. L'international guinéen Jules Keita change de club. Au même moment, le Burkinabé Aristide Bansé raccroche les crampons avec les étalons du Burkina Faso. À Conakry, la Ligue guinéenne de football professionnel donne la date de la reprise du championnat guinéen. Mohamed Issé Gassouma s'est intéressé à ces actualités. Suivez son commentaire. Passé à Dijon avant de rejoindre Lens en 2e division en fin de saison dernière où il n'a pas pu s'imposer avec le club français, le Guinéen Jules Keita a été prêté avec option d'achat au club bulgare du CSKA Sofia. Une opportunité pour le jeune de 22 ans de se relancer après un bon moment de galère. Après 17 ans de carrière internationale et 79 sélections pour 24 buts, l'international burkinabé Aristide Bansé raccroche les crampons avec les étalons de Burkina Faso. Le finaliste de la CAN 2013 affirme par ailleurs qu'il compte se concentrer sur le Orea qualifié pour la demi-finale de la Coupe CAF. À Conakry, la Ligue guinéenne de football professionnel prépare la nouvelle saison. Selon la Ligue, la première division guinéenne doit reprendre du 1er au 3 octobre prochain. Contrairement aux saisons précédentes, cette année, l'instance va organiser un classico qui va opposer l'Orea à l'AS Kaloum, prévu le 27 septembre prochain au stade Général Lansana Conté de Nongo. En plus de cette rencontre, la nouvelle règle de la FIFA concernant le nombre de changements par équipe et par match sera à 5. La Ligue guinéenne de football professionnel sollicite d'ailleurs une aide financière de la FEGIFOOT pour l'organisation de ces compétitions. Il faut aussi rappeler que le championnat de Ligue 1 se jouera sur pelouse synthétique. Et voilà donc, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et à bientôt sur Vision TV, la télé des leaders. Bonsoir et au revoir.